Bonjour et bienvenue à cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Vous nous suivez à travers les médias leaders True TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Et avec moi sur ce plateau, j'ai les juges au siège Geoffroy Vaha, Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors il faut dire que dans le cadre justement du processus de réconciliation nationale enclenché au Burkina Faso, le ministre Zéphirin Diabré peut compter sur la société civile qui s'organise pour ne pas être en marge de ce processus-là. C'est notamment le cas du comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix, une structure qui prône une vision holistique de la réconciliation nationale que renferme ce concept. Qui en sont les créateurs? Nous en saurons davantage avec notre convoqué du jour, Moussa Zerbo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le président. Je rappelle que vous êtes membre du comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix. Exactement. Alors nous allons revenir à vous et votre vision, mais ça sera après les avant-propos. Merci. Et pour les avant-propos, je passe la parole au juge Bougma. Merci président, mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire avec la Cour pénale internationale effectivement qui a quitté Laurent Gbagbo définitivement et donc laissant effectivement plusieurs interrogations parce que jusqu'à présent apparemment pour les 3000 morts il n'y a pas de coupable. Donc ce n'est ni le camp Gbagbo, pour le camp Alassane Ouattara, comme on n'a pas encore vu quelqu'un devant la CPI pour répondre, peut-être que c'est là-bas, peut-être que ce n'est pas là-bas, mais bon, il y a, on dit plus de 3000 morts parce qu'on ne connaît pas le nombre exact. Donc des victimes, on s'accommode avec un chiffre, plus de 3000 morts, et puis bon, on s'arrête là. Mais finalement, c'est qui? Les 3000 morts, c'est d'ailleurs pendant la crise post-électorale, et 2002. Du 19 septembre 2002 jusqu'à la crise électorale de 2011, ça fait pratiquement 8 ans d'atrocité. Et après 2010, l'élection, parce que l'élection était intervenue en pratiquement fin d'année 2010, donc ça fait 2002-2010, ça fait pratiquement 8 ans d'atrocité, 8 ans de victimes, 8 ans de disparus et tout. Maintenant la crise électorale qui commence pratiquement en début d'année 2011 pour finir en avril avec l'arrestation de Laurent Gbagbo, puis son transfert au niveau de la Cour pénale internationale. Donc pour le moment c'est d'ailleurs la crise post-électorale qui cristallise les passions et l'avant. 2002 jusqu'à cette période-là, qui est coupable, qui ne l'est pas. Et donc, véritablement, il y a à chercher maintenant à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que, bon, on a l'impression que, bon, c'est une crise qui n'a pas eu lieu, et puis il y a eu des victimes. Alors, la conclusion, on arrive à une telle conclusion. La question qu'on se pose, ce n'est pas que la Cour pénale internationale soit manipulée ou pas, c'est la capacité aussi des justices africaines de pouvoir faire face à une telle situation, d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout au niveau des enquêtes et de conduire aussi un processus judiciaire jusqu'au bout. Et ça se fait attendre. Donc c'est toujours la justice des vainqueurs et en ce moment on rentre dans un cycle de perpétuel recommencement, de perpétuel règlement des comptes et puis bon, vous arrivez au pouvoir, vous êtes les forts du moment, vous dictez votre loi, vous n'êtes plus un fort qui vient dicter sa loi et nous sommes effectivement dans une telle situation. Donc j'ai dit il y a plusieurs leçons effectivement à tirer. Au-delà de la manipulation, au-delà de la force et tout, il y a également un côté également à regarder. Alors, on apprend aussi que la Cour pénale internationale s'intéresse du côté, comme on appelle ça, de l'ex-rébellion ivoirienne, ce qui n'est pas effectivement étonnant parce qu'il y a des enquêteurs qui étaient là, il y a certains qui sont passés à Ouagadougou, qui ont travaillé, qui ont auditionné également des Burkinabés qui avaient combattu, des militaires radiés des rangs de l'armée burkinabé, certains qui étaient peut-être en activité, qui avaient combattu du côté de la Côte d'Ivoire et qui étaient là, donc qui ont été auditionnés et tout. Donc c'est un dossier aussi qu'on va venir. Mais est-ce que ça va aboutir? Donc pour le moment c'est un seul camp qui est mis en index et à la fin la CPI aussi dit il n'y a rien à cirer. Donc comme nous sommes dans une situation d'après Boukari Ouba, si c'est ni Pierre, ça doit être Paul. Maintenant, il faut chercher le coupable, pour ne pas dire le bourreau des 3000 morts dans un autre camp. J'ai dit, mais en même temps aussi, il y a une justice africaine, des
qui doivent pouvoir s'assumer dans ce contexte-là. Mais s'il faut compter sur un appareil de l'autre côté du bord de la mer, avec ce qu'il y a également comme limite, c'est ainsi. Mais l'affaire Gbagbo c'était tellement mal ficelé que la suite ne pouvait être autrement. Et donc, c'est maintenant... Quel impact cela aura sur la scène politique ivoirienne? Bon, là, ça va être, on attendra de voir, parce qu'il y a aussi un 20 ans qui pèse sur lui, lié à la casse de la BCEAO, et un Alassane qui dit qu'il veut aller à la réconciliation. On verra comment est-ce que tout cela va s'agencer. Merci pour ce régal. Nous allons passer la parole au juge Var. Oui, merci Président. C'est vrai qu'on ne peut pas faire d'avant-propos aujourd'hui sans s'intéresser au cas Laurent Gbagbo et Blé Goudé, parce qu'aujourd'hui leur acquittement pur et simple pose une grosse question. Les morts, c'est du fait de qui? C'est une grosse question aujourd'hui. Et n'oublions pas aussi que quand on regarde le clair des personnes qui sont tombées en Côte d'Ivoire, il y a eu des personnes dans le nord, il y a eu des personnes dans le sud, mais à la vérité, là où on a découvert le plus de tombes communes et de fossés, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ça mérite que ça se questionne. Parce que on peut comprendre qu'il y ait une violence dans la quête du pouvoir entre le sud et le nord. J'ai dit le sud et le nord pour caricaturer, parce que c'est au sud que les choses se sont passées, parce que c'est là-bas que se trouvait le siège, le fauteuil. Mais au fond, il faut comprendre la stratégie du passage à l'ouest et le carnage qu'il y a eu. Et c'était sans commune mesure dans toutes les autres parties de la Côte d'Ivoire. Et ça mérite questionnement et ça mérite précision. Mais c'est la CPI qui a fait son travail, c'est une justice internationale, maintenant qui, dans sa sentence, quand on regarde au fond, est en contradiction sur les mêmes poursuites avec des décisions qui ont été données en Côte d'Ivoire. Du coup, j'ai dit, ça mérite encore de se poser encore d'autres questions. Mais qu'à cela ne tienne, c'était l'avant-propos de Bernard Bougouma. Moi, j'ai un autre avant-propos. Et mon avant-propos, c'est le dernier Conseil des ministres qui décide de réguler la question de l'utilisation des drones et puis la question des armes à feu que nous avons, civiles ou à d'autres fins, militaires et autres. Et pour ce qui est des drones, tout le monde sait la difficile conjugaison entre préservation de la vie privée, sécurité et puis l'utilisation de ce type d'appareil. Parce que dès qu'ils volent, vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils voient et de la façon dont vous êtes exposé. Et ça, je dis, c'est très intéressant qu'il y ait ce regard-là. Moi, j'ai apprécié en tout cas que la question soit soulevée en question que la session soit abordée en Conseil des ministres et que d'ailleurs il y ait un projet là-dessus. Et puis il y a un deuxième sur la question des armes, parce que tout cela concourt à renforcer notre sécurité, que ce soit l'utilisation pour à but privé ou pour ceux militaires, et ce que cela engage pour celui qui l'a acheté ou quoi que ce soit. Et je trouve que nous avons besoin à un moment donné de la réalité de notre sécurité, d'arrimer nos textes à ce que nous vivons. Et je pense que ça participe à cela. J'ai dit, c'est très intéressant, c'est ce type de texte-là qui montre que les choses bougent et qu'on regarde la situation on regarde dans la situation dans laquelle nous sommes et qu'on tente, en tout cas, de façon concrète à ce que les choses et les objectifs soient ceux-là qui soient primordiaux et que on discute de ce que cela a comme incidence dans certains choix de la vie de tous les jours. Allez dans les petits commerces aujourd'hui, vous verrez des drones avec des capacités, mais c'est insondable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour peu que vous veuillez acheter même un jouet à votre gamin, vous vous retrouvez à acheter un drone qui lui permet un taux d'élévation qui est quand même assez élevé, et puis une capacité de visionnage d'un environnement qui est quand même assez fort. Et ça, je dis, avec la réalité dans laquelle nous sommes, ça ne devrait pas être possible. Maintenant, je dis aussi que peut-être que même quand on finira avec, parce que c'est des projets, quand on finira avec tout ça,
ces textes-là, il faut sensibiliser aussi le citoyen lambda. Parce que l'utilisation de drones, c'est rentré dans le quotidien des Burkinabés aujourd'hui comme des citoyens d'autres pays. Parce que c'est des technologies nouvelles, c'est intéressant de donner ça à son fils, c'est intéressant de l'avoir soi-même, de le faire lever dans un espace qui est bien grand que nous avons, et puis après on essaie de tester la capacité, ça survole tout le quartier, mais avec des images que cela vous ramène. Donc je veux dire que après tout cela, il y a aussi une obligation de sensibilisation, et c'est très important. Aujourd'hui, dans Ouagadougou, il y a beaucoup qui ne savent pas que c'est pas parce que vous avez un fantôme ceci, cela, je parle de drone, que vous pouvez dans tous les coins de Ouagadougou venir le faire poser et puis le faire lever et puis partir. Non, si vous vous amusez dans certaines zones, vous allez comprendre que vous allez être interpellé, puis après, c'est quelques heures après que vous allez être relâché. Mais ça mérite qu'on puisse communiquer là-dessus. Donc je dis d'abord, c'est un bon point. Et je félicite la dynamique et j'attends de voir aussi que il y ait cette petite sensibilisation qui accompagne et que tout le monde soit au même niveau d'information. Les chapeaux, c'est ce que je veux dire d'abord. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes analyses. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Nous l'avons dit en début d'émission, notre convoqué du jour s'appelle Moussa Zerbo. Avec lui, nous allons parler de réconciliation nationale et la vision de la structure qui représente ce matin. La structure, c'est le comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, monsieur le juge au siège. Bonjour. Alors, avant de revenir au sujet enrôlé pour cette convocation-là, nous allons parler de généralité. C'est aussi une des particularités de cette émission-là. Quand on parle de Moussa Zerbo, c'est une des figures de lutte pour la protection de la forêt de Kwa. Alors, c'est vrai, on ne va pas revenir sur la polémique qu'il y a eu autour de l'hôpital et la forêt de Kwa, mais il faut dire que cette forêt-là a été l'objet d'un incendie. C'était le 14 février dernier. Vous qui êtes justement pour la lutte et la protection de cet espace environnemental-là, alors, quelle est l'ampleur des dégâts et quelle est l'origine justement? Est-ce que vous en savez davantage? Bien, merci à tous les téléspectateurs d'abord et à l'ensemble des auditeurs de 3TV et de Watt FM. Et merci à vous aussi pour l'opportunité que vous nous donnez de parler d'un sujet aussi important qu'est la réconciliation. Et maintenant, revenant à votre question spécifique, effectivement, nous avons longtemps débattu de cette question. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation où nous-mêmes, nous avons effectué un déplacement sur le terrain lorsque nous avons appris l'incendie. Donc, nous avons effectué le déplacement avec les hommes de médias pour essayer de voir un peu, de comprendre qu'est-ce qu'il en est réellement. N'étant pas forcément des techniciens de ces questions, l'origine des incendies, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir enquêter, de pouvoir savoir cela. Nous, on a constaté que c'est, en tout cas sur une bonne partie, notamment la partie qui est un peu vers la RN1, à l'entrée, juste à l'entrée de Bobo, sur le côté droit. Bon, c'est pas aussi grave que cela, mais dans tous les cas, il n'y a pas de petit incendie. Quelle que soit l'ampleur, en tout cas, c'est des arbres qui sont partis, c'est une végétation qui est partie. Donc nous déplorons cela. Nous avons tout simplement fait un communiqué et adressé une correspondance à qui de droit pour que l'on puisse entreprendre justement dans les meilleurs délais, non seulement voir comment il faut renforcer la protection de cette forêt-là, ça c'est un, et de deux, connaître l'origine. Est-ce criminel, est-ce vraiment involontaire, qu'on puisse savoir et à quelle fin. À quelle fin? Si c'était intentionnel, nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'on a contre la forêt de Kwa, qui fait aussi la fierté de cette partie du Burkina. Donc c'est autant de questions que nous nous posons. Nous avons tout simplement, dans le cadre de nos mouvements, le MPFK, le mouvement pour la protection de la forêt de Kwa, nous avons produit un communiqué que nous avons envoyé dans toutes les presses pour déplorer et interpeller les autorités afin qu'on puisse prendre des mesures idoines, en tout cas pour pouvoir protéger cette forêt. Vous vous rappelez que c'est la forêt d'abord de notre prix Nobel, Yacouba Ouedraogo, qui a connu les mêmes affres. Et après, c'est la forêt de Kwa. Donc, autant de questions que nous sommes appelés à nous poser. Est-ce que nous prenons pleinement la mesure
de protéger nos forêts? C'est autant de questions. Et pourtant, nous avons même initié une journée nationale de l'arbre. Donc, où on a pris l'engagement de créer et de classer des forêts chaque année. Mais avant d'arriver à la création et à l'entretien, il faut d'abord, avant d'arriver à la création et à la vulgarisation, il faut que nous puissions protéger l'existant. Si l'existant ne survit pas, c'est comme si on va faire du surplace. Ça sert à quoi de créer d'autres forêts, de classer des forêts, de planter des arbres, pendant que nous ne pouvons pas les protéger? Là, ça cause véritablement un problème. Et nous, l'appel qu'on a lancé, aussi bien aux techniciens de l'environnement qu'à l'État burkinabé, c'est de prendre des mesures, en tout cas, pour qu'on puisse, en tout cas, préserver ce patrimoine-là. D'accord. Alors, on a vu le débat qu'il y a eu autour de cette forêt-là, mais certains estiment qu'après le sinistre, il n'y a pas eu autant de ferveur qu'on l'a vu aux premières heures autour justement de la question du déclassement de cette forêt. Ça fait dire à certains que finalement, c'était une question politique. Voilà. Et ceux qui, au départ, étaient au devant, ne s'intéressent pas forcément à l'impact écologique. Non, ceux qui le disent, je peux me permettre, ne sont pas de bonne foi. La preuve en est que si c'était une question politique comme eux ils le disent, je pense que le gouvernement lui-même ne se serait pas impliqué pour demander, pour exécuter ce que nous avons demandé. Parce qu'au départ, ce n'est pas forcément une question où nous voulons nous faire voir. Vous vous rappelez, en son temps, moi j'étais à l'Assemblée nationale en tant que président de la Commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques. Domaine qui relève effectivement de mes compétences. Ça, c'était d'une part. Et étant entendu que c'est des textes seulement nous avons demandé que ça puisse être appliqué. Il s'agit de la construction d'un hôpital qui est encadré par un texte qui dit, pour construire un CMA, un CHU ou n'importe quelle structure sanitaire, il faut d'abord mener l'étude d'impact environnemental et social. Ce qui n'avait pas été fait. Nous avons demandé, en tant que mouvement, que ces précautions-là soient prises. D'un. Et de deux, pour déclasser une forêt, il y a une loi aussi qui encadre le déclassement des forêts pour qu'on puisse savoir est-ce qu'en déclassant la forêt, quel peut être l'impact dans le futur sur les populations, sur même l'environnement. Donc autant de textes, ces deux textes qui encadrent ces deux éléments n'avaient pas été respectés. Nous avons tout simplement attiré l'attention de l'autorité. Est-ce que vous avez tenu compte de cela? L'histoire nous a donné raison, puisque le gouvernement est allé dans notre sens en engageant effectivement l'étude. Et l'étude, nous n'avons pas été mêlés ni de près ni de loin. C'est vrai que je faisais partie des personnes qui ont été auditées pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire. D'accord. La suite de l'histoire, on la connaît. Voilà, donc vous la connaissez. La forêt n'a pas été déclassée suite à l'étude qui a été commanditée par le gouvernement. D'accord. Donc il n'y a pas de question politique, c'est faire preuve de mauvaise foi seulement. Ok. Monsieur les juges, nous sommes dans les questions de généralité. Si vous avez peut-être des questions ou des observations. Oui, question de généralité. Vous n'avez pas été enrôlé sur la liste des candidats au niveau de l'UPC. Aujourd'hui, vous vous occupez à quoi maintenant, comme vous n'êtes plus député à l'Assemblée nationale? Vous êtes retourné à quoi? Bon, il faut signaler d'abord que je suis avant tout un agent de l'État, de la fonction publique. Donc à l'Assemblée, vous savez que c'est juste un détachement. Je suis mis à disposition. Actuellement, j'ai rejoint mon ministère, le MENAPELEN, et j'ai pris fonction effectivement au niveau de la direction des ressources humaines. D'accord. La réponse est suffisamment claire. Peut-être qu'il y a d'autres précisions que vous voulez. Non, je n'ai plus de réponse. D'accord. Juge va à l'aise, dans la majorité, confortablement assis, bien installé. Bon, dans tous les cas, ça ce n'est qu'à partir du 10 janvier où il a plu effectivement au chef de l'État d'appeler notre président du parti à ses côtés en tant que ministre d'État en charge de la réconciliation et de la cohésion sociale. Nous attendons de voir. Violent Zebour, c'est fini les pics. Vous êtes amis? Non, mais attendez, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas parce qu'on est dans une posture qu'on n'a pas le droit de dire ce qui n'est pas. Moi, personnellement, je ne rentre pas dans ce registre-là. S'il y a quelque chose, tout comme à l'intérieur de mon parti, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui ne me conviennent pas, je le dis. Et de la même manière, je pense que
critiquer, c'est nous qui voyons ça peut-être sous d'autres angles. On ne critique pas si c'est des critiques constructives. Moi, je pense qu'il n'y a rien à faire. On peut le faire sans forcément verser dans ce qu'on appelle être désagréable. Voilà. Moi, je n'ai jamais été désagréable sur ce plan, je pense, parce que j'ai toujours dit et je pense ce qu'on doit faire à côté. Voilà, j'ai toujours dit, je critique, mais on dit en leur place, qu'est-ce que vous proposez? Mais j'ai toujours fait mes propositions aussi. Donc je pense que dans la même veine, même si je ne vais pas sortir chaque fois clamer ça sur la voix des hommes, mais je me ferai entendre aussi à l'intérieur lorsque ça ne va pas. D'accord. Zerbo, oui. Et ces anciens amis traîtres, aujourd'hui à la majorité vous êtes ensemble. Bon, moi j'avais dit à un moment donné par boutade, est-ce qu'ils n'ont pas été visionnaires? Parce que quand on rejoint ceux qu'on a critiqués pour une position, ça fait d'eux des personnes qui vous ont dévancé pour certaines questions, mais dans tous les cas qui ont peut-être vu un peu trop tôt ce que vous n'avez pas vu. Donc, comment ça se passe? Comment ça se passe? La question c'est plutôt comment ça se passe maintenant. Comment ça se passe? Mais ils sont partis par une voie qui les convient. Nous aussi, on est allé par une autre voie qui est plus ou moins officielle. Et vous êtes maintenant à la même destination? Oui, si on est à la même destination, c'est qui est sûr? Non, on n'a pas forcément. Il y en a qui sont allés peut-être à pied. Voilà. Il y en a qui sont allés à pied, ils sont allés taper à la porte. Même il y en a qui ont été appelés. Dans tous les cas, mais vous êtes dans la même destination? Oui, je suis d'accord. De la même manière, entre celui qui a été invité et celui qui s'est invité, je pense que ça fait deux choses. Donc je pense que je ne vais pas rentrer dans des polémiques. Ma question n'est pas le moyen de locomotion pour arriver là-bas. Je comprends. Je dis quels sont vos nouveaux rapports? Les nouveaux rapports, nous on a notre rapport, c'est avec nos nouveaux alliés. Pas forcément avec ceux qui sont venus comme nous. Nous, on ne cherche pas à savoir comment ils sont installés. Dans tous les cas, nous nous retrouvons là-bas. Et bien, voilà, chacun même ce qu'il a. Qui veut rebondir, oui. Non, mais parce que il y en a qui se sont fait inviter, d'autres ont été invités, alors que c'est la même chose. Vous pouvez vous faire inviter, on vous refuse l'accès. Tout comme on peut vous inviter pour vous refuser aussi d'y aller. Parce qu'il y a aussi la question de la liberté de choix qui est là. Et parfois aussi on se fait inviter subtilement et puis dire après qu'on a été invité. Quoi qu'il en soit, vous êtes à la même table. Je pense qu'il n'y a pas à dire s'il y en a qui se sont fait inviter ou pas, parce que nous ne pouvons savoir qui s'est fait inviter, qui ne s'est pas d'ailleurs fait inviter dans cette affaire, parce que des gens se plaisaient à dire on n'a pas été associé, on n'a pas été appelé. Bon, vous êtes à la même table, invité ou pas, vous aviez aussi la liberté de décliner l'offre. Dans tous les cas, nous n'avons pas décliné. C'est mieux de l'assumer plutôt que... Non, pas cela, parce qu'il ne faut pas, c'est aussi simple. Comme vous le dites, c'est que la caricature que vous voulez faire. Ce n'est pas la même chose. On est arrivé à une situation où il y a un problème qui se pose. Lorsqu'on vous appelle et on vous confie une mission, dites-moi quelle est la mission qui a été confiée à ceux qui nous ont dévancés. Si vous pouvez me dire. Non, on les a confiés, non. On ne peut rien vous dire puisque... Vous pouvez me dire, puisque vous êtes dans le secret de Dieu. C'est eux qui savent la mission qui... Oui, vous êtes dans le secret de Dieu. Si Bougouma, le juge Bougouma dit, si le juge Bougouma dit qu'on peut se faire inviter ou subtilement ou autre, il est dans le secret de Dieu. Certainement, peut-être il en sait quelque chose. S'il en sait quelque chose, moi je souhaiterais justement que vous puissiez nous dire quelle est la mission. Non, attendez. Nous sommes partis, nous avons été appelés sur la base d'une mission claire et nette. La question de la réconciliation et de la cohésion nationale. En tant que ministère plein en charge et ministère d'État. Dites-moi, ceux qui nous ont dévancés, que ce soit à dos d'âne, que ce soit à pied ou autre chose, puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse, quelle est la mission aujourd'hui que le gouvernement a confiée? On va aller très rapidement pour aller sur la question principale. Je veux savoir, la note interne qui a fuité après les élections disant qu'effectivement il faut faire un choix conséquent, il faut attendre le mot d'ordre, c'était un fake news? Est-ce que c'est une fausse information? De toute façon, je pense... Monsieur Zerbo, est-ce que c'est une fausse information? Oui, je dis tout simplement... Est-ce qu'elle était une fausse information? Je ne peux pas... Donc ce n'est pas Bougouma qui invente, j'ai dit, vous avez... Non. Nous avons tous... Pas signé du président du parti. Oui, mais qui l'a signé? Moi, je ne sais pas, c'est vous qui me dites. C'est votre secrétaire général qui l'a signé?
Oui, mais de toute façon, vous l'avez approché. Est-ce que la note j'ai dit, est-ce que vous l'avez approché? Fausse ou pas, moi je vous demande de l'approcher. Celui qui en est le signataire peut vous répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je connais comment l'UPC est très réactif quand son image est en jeu. Très rapidement, il sort un démenti. Et c'est vous d'ailleurs le porte-parole qui sortez, vous n'avez rien dit jusqu'à présent. Vous ne l'avez pas démenti ou vous ne l'avez même pas démenti. J'ai dit puisque je n'en sais rien. On parle de ce qu'on sait. Monsieur le porte-parole, dans ce cas, vous ne vous êtes pas assumé pleinement parce que je sais que quand l'image de l'UPC en jeu, Moussa Zerbo sort. Cette fois-ci, la note a été claire, c'est signé. Vous n'êtes pas sorti. Moi, je vous posais la question, est-ce que c'est une fausse information? Je vois que jusqu'à présent, vous ne m'avez pas répondu à ma question. Mais parce que je ne peux pas vous répondre, tandis que je ne suis pas l'auteur de l'écrit. Vous avez parlé de la signature, il a dit oui. Et puis ça, c'était oui sans réflexion. Hein. Parce que je dis bien, parce que même quand vos députés ont été d'accord pour le découplage des élections et le report de législatives, vous n'avez même pas été, vous porte-parole du parti, vous n'avez même pas été tendre vis-à-vis de vos pairs. Et en réunion, vous savez ce que vous êtes dit, mais vous n'avez pas été tendre. Vous dites que vous étiez absent, vous avez donné une procuration, mais ça ne va pas passer, vous les avez même mis mal à l'aise. Ce sont vos pairs députés à l'Assemblée. Et une note interne qui sort et qui dit que vous allez changer de position, vous ne l'avez pas démenti en tant que porte-parole. Non. Donc, M. Zerbo, ce n'est pas Bougouma, c'est vous. Non, ne confondez pas les choses. Ce que vous êtes en train de dire, ça c'est une autre lecture de la chose. C'est une lecture. En fait, donc, moi je n'ai fait que porter la position du chef de file de l'opposition et de l'opposition par rapport à la question du découplage. Ce n'est pas une vision de Zerbo. En même temps, la question de la vision de Zerbo. On va le député. Il faut dissocier les deux. Oui, monsieur Zerbo. Moi, m'exprimant en tant que porte-parole et m'exprimant en tant que Zerbo, il ne faut pas confondre les deux. De toute façon, j'attends la réponse. Un porte-parole porte les paroles et porte les idées que son parti ou que l'ensemble veut véhiculer. Ça, c'est pas forcément sa personne. Juste réagir rapidement avant qu'on ne continue sur la question principale, ou bien c'est bon? Oh, mais je pense que M. Zerbo a été bien accueilli, donc on peut continuer. C'est vous qui le dites. Alors, nous allons aller sur la question principale, on l'a dit en début d'émission. Vous avez été de plusieurs combats. Vous vous êtes engagé une fois de plus sur une problématique qui est aujourd'hui centrale, c'est la question de la réconciliation nationale, et vous travaillez justement dans le cadre d'un comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix. Lors de votre sortie, votre point de presse, c'était le 20 mars pour présenter un peu votre vision. Ce qui a tiqué, c'était ceux qui étaient sur le présidium. Alors, Alpha Yago, Hervé Ouattara, Moussa Zerbo, sur la même table pour parler de réconciliation nationale. Pour ceux qui ont suivi l'actualité d'avant-insurrection, c'est un casting assez inédit. Alors, comment vous êtes retrouvés et comment est née l'idée justement de ce comité-là? Bien, il faut d'abord dire que en tant que jeunes, nous nous sommes dit qu'à un moment donné, on a eu des divergences. Et comme vous l'avez dit sur la table, il y a certains qui ne se disaient même pas bonjour. Mais nous avons dit, au-delà de nos divergences idéologiques, nos divergences politiques, mais il y a que le pays doit être notre préoccupation première. On peut taire nos divergences, voir l'intérêt général de notre pays. Et c'est dans ce souci-là, justement, on a commencé, l'idée a été lancée comme ça, autour d'une causerie. On a dit, pourquoi pas, et sans distinction de bord politique ni de bord associatif. On n'a pas tenu compte de cela. Nous nous sommes dit, lorsque nous pouvons approcher quelqu'un et qu'on puisse fédérer nos énergies, la question de la réconciliation est une question fondamentale pour nous. Il ne sert à rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a servi? Une jeunesse divisée, une jeunesse qui ne regarde pas dans la même direction. Comme je vous l'ai dit, parmi nous, il y en a qui ne se disaient même pas bonjour. Mais aujourd'hui, qui peuvent se saluer, qui peuvent mener des actions sans hypocrisie. Et je pense que c'est très important et nous sommes retrouvés dans ce cadre-là pour pouvoir réfléchir ensemble et c'est ouvert à tout le monde. Et nous avons dit, taisons nos divergences. Ça, c'est le passé. C'est derrière nous. Regardons vers l'avenir. Et comment taire nos divergences? Justement, c'est que chacun se remette en cause et accepte à un moment donné. Si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut que j'ai le courage de reconnaître avec l'autre. Vraiment, nous avons été plus ou moins
mis dos à dos sur des sujets qui peut-être en valaient la peine. Mais aujourd'hui, est-ce que il n'y a pas lieu d'aller à autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas regarder les choses autrement? On dit tout change, tout évolue. La question que seuls les imbéciles n'évoluent pas. La question que les gens se posent, est-ce que c'est sincère? Parce que pour des questions d'intérêt aussi, on a vu tous les attélages possibles. Est-ce que à votre sein, ce mouvement, vous êtes parlé droit dans les yeux, est-ce que c'est vraiment sincère? C'est très sincère et c'est ce qui nous a amené à la conférence. Ça fait près de plus de 3 mois, c'est-à-dire depuis que le ministère la question de la réconciliation est venue, nous aussi on a commencé à nous cogiter. Et bien avant même la création de ce ministère, je vous assure qu'on se retrouvait de façon informelle comme ça autour, vous savez, nous, c'est souvent autour des grains de thé. Nous débattons, nous discutons, nous parlons de tout ce qu'il y a sans sujet tabou. Et par des amis interposés aussi. Moi, je peux me lever, peut-être Bougouma et moi, on ne se parle pas, on ne se comprend pas, mais peut-être je peux être ami à Geoffra, on peut se retrouver dans un même drap. Lui, il peut être le canal entre nous aussi pour créer ce rapprochement-là. Et si on arrive à se parler, moi je pense que c'est des intelligences qui se parlent. C'est des idiots qui refusent de se parler. Des intelligences se parlent. À un moment donné, on peut ne pas être d'accord sur des sujets. Mais des sujets ne doivent pas être figés. On ne doit pas être braqué sur des positions au point qu'il y ait un blocage. Nous nous sommes parlé sincèrement. On s'est entendu sur un certain nombre de principes. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à preuve du contraire, dans ce comité-là, est-ce qu'on vous a dit qui est président? D'accord. On occupe telle personne? Non. Nous avons dit, nous sommes retrouvés, nous travaillons et nous essayons de mettre nos idées en commun. Tout ce qui peut concourir à nous amener à la réconciliation. D'accord. Et il faut commencer d'abord à la base, nous-mêmes à nous réconcilier. Si on ne se réconcilie pas, on ne peut pas parler de réconciliation. Ok. Voilà. Juge Va. Oui. Déjà la réconciliation par l'exemple, je pense que c'est le concept même qui sous-tend tout ça. On ne peut que féliciter, parce que quand on regarde les noms, les histoires, les partis politiques, on se rend compte qu'il aurait bien fallu qu'on dépasse un certain nombre d'éléments pour qu'on voit ces personnes-là assises autour d'une même table. Et je pense que c'est déjà un symbole. Et c'est déjà très important. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Vous dites que vous vous êtes parlé, vous avez dit un certain nombre de choses. Vous avez dit la réconciliation, c'est très important. Il y a MPS, je pense avec Hervé Ouattara. Il y a le MPP, j'oublie le nom. Il y a le CDP. Il y a vous. Vous êtes parlé, vous vous êtes dit quoi? Bon, à ce niveau, voilà, il faut être clair. Aujourd'hui, le CDP est aujourd'hui au niveau de l'opposition. Et nous, du côté de la majorité. Quoi qu'on dise, nous sommes dit, ce que vous n'avez pas souligné, au Présidium, là, il y avait des organisations de la société civile. Voilà, donc il faut mentionner ça. Il y a beaucoup d'OSC, membres du comité de réflexion. Ça, on signale ça au passage. Maintenant, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous nous sommes dit, hier, il y avait un problème qui était là. Et ce problème, c'était quoi? On s'était opposé à la modification de l'article 37 et à la mise en place du Sénat. Ça nous a amené à certains excès qui sont allés jusqu'à porter atteinte à l'intégrité physique même de certaines personnes, à leur bien et tout. Mais comme il a plu au président du FASO, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, de prendre la question de la réconciliation à bras le corps, et un ministère d'État a été créé à cet effet-là. Est-ce qu'il n'y a pas lieu que nous, qui étions les acteurs clés sur le terrain, qu'on dise que tu sois de l'autre côté ou bien de l'autre côté, que nous puissions nous parler et qu'on puisse dire il ne sert à rien de garder les rancunes, étant entendu que la question est prise en compte avec tous les volets, aucun pas n'a été laissé de côté. Donc, il faudrait que nous-mêmes, par l'exemple, nous montrons que nous pouvons nous pardonner et qu'on peut aller à l'essentiel, sans hypocrisie. Et si ça ne vous convient pas, dites-nous ce qu'il y a. Et c'est pour cela, justement, vous avez vu, ce n'est que le 20 mars, puisqu'on a eu des séries de rencontres parce que d'autres avaient besoin de remonter aussi à leur état-major.
Lorsque vous voyez un parti comme le CDP aujourd'hui qui est à l'opposition, l'UPC qui est à la majorité, bon, on est ensemble. Bon, vraiment, ça peut paraître un peu, comme vous l'avez dit, un attelage que vous ne comprenez pas. Mais nous, on sait parler franchement. Ça, je dis, on sait dire les vérités. Et on a dit, il faudrait qu'on fédère nos énergies. Et du fond du cœur, nous, on se pardonne entre nous. On se pardonne entre nous, puisque quand vous dites chacun, vous les prenez, ce sont des gens qui sont des leaders. Ça veut dire qu'ils ont des gens avec eux, qu'ils ont des gens derrière eux. Parlez, échangeons, prenons le temps de causer avec nos frères pour les faire comprendre qu'il ne sert à rien de garder des choses encore sur le cœur. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Et je pense que ça, après cela, chacun a compris que l'idée, elle était noble, la pensée, elle était bonne, et qu'on pouvait cheminer dans cette logique-là. Président, je vais encore reposer ma question à notre invité, parce que pour moi c'est très important, pour ne pas que peut-être ceux qui nous regardent se disent mais attends, est-ce que ceux-là ils ne sont pas en train encore de nous faire ce type de rendez-vous genre style cosmétique. Quand vous grattez un peu le vernis, vous voyez que on vous a vendu un vieux véhicule bien pourri là et tout rouillé, juste qu'on a un peu arrangé avec quelques vernis passés. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous vous êtes dit. C'est bien, vous avez employé une formule, j'ai compris que vous êtes maintenant à la majorité, son excellence Roch-Marc Christian Kaboury. Je l'ai toujours dit. Avant vous disiez le président Roch. Bon, ça c'était quand vous critiquiez. Maintenant vous êtes à la majorité. Bon, et ce qui est bien, c'est que il y a le ministre Zéphirin Diabré, ministre d'État, qui est chargé de ces questions. Donc quand on vous entend et puis on vous voit ici, on comprend que quelque part c'est cher aussi à votre cœur. Mais je repose ma question. Vous vous êtes dit quoi? Je prends un cas simple. Avec le CDP, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes parlé, vous avez compris qu'il faut ceci, il faut cela. Ça, c'est le discours politique. Quand vous rencontrez quelqu'un comme Alpha Yago, vous vous dites quoi pour que vous soyez autour d'une même table aujourd'hui? Vous avez parlé de l'article 37 avec, vous dites à un moment donné il y a eu des dépassements, on a fait certaines choses, mais quand vous rencontrez quelqu'un comme Alpha Yago, vous vous êtes dit quoi pour que aujourd'hui vous soyez à la même table sur certaines questions qui fâchent? Vous vous êtes dit la vérité, vous vous êtes dit quoi? Nous nous sommes dit justement que on doit laisser derrière nous et laisser le processus qui est en cours là pouvoir nous amener à bon port. À bon port pour nous c'est quoi? C'est d'arriver à nous dire la vérité, de pouvoir faire la justice et qu'on puisse aller au pardon et qu'on se réconcilie. Je vous ai parlé un peu de sa façon de voir la question de réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de stratégies pour y parvenir, justice transitionnelle, ceci, cela. Est-ce que eux, par exemple, vous ont dit, voilà comment nous on pense la réconciliation, même si on est aujourd'hui autour d'une même table, mais pour nous, voilà comment ça doit fonctionner. Est-ce que vous vous êtes dit des choses comme ça? Absolument. Dans notre déclaration liminaire pour ce qui concerne la conférence que nous avons tenue le 20 mars dernier, c'est clairement stipulé dedans. Ça veut dire que personne n'a été forcé à accepter le contenu. Nous l'avons rédigé de façon consensuelle. Ça veut dire que la vision que eux ils ont, nous aussi on a la même vision. C'est pour cela qu'on a pu se mettre ensemble. Nous avons dit la question de la réconciliation ne saurait être synonyme d'impunité pour nous. Non, il n'est pas question. Il est question pour nous que nous puissions nous mettre d'accord que le peuple burkinabé doit savoir la vérité, rien que la vérité. Ça c'est un. Et de deux, ce qui s'est rendu coupable de quoi que ce soit doit passer forcément par la justice. Si on me dit que j'ai posé tel acte, ça mérite telle sanction, il faut que je l'assume. Il faut que je reconnaisse ce que j'ai fait. Et si je le reconnais, je l'assume en toute plénitude. Maintenant, l'autre volet qui va suivre, ça c'est une autre paire de manches. Et ce volet-là, c'est quoi? Que nous puissions accepter de nous pardonner et qu'on se réconcilie. Mais dans tous les cas, les sanctions qui doivent être issues de nos faits et gestes, ça ne pourrait être sauté. On ne peut pas esquiver cela. Il faut que ça tienne. Donc c'est pour vous dire que mes camarades et moi, nous nous sommes dit une chose, la triptyque, vérité, justice et réconciliation, ça c'est inviolable pour nous.
Et c'est du moins cette vision que nous avons, et c'est ce qui nous a permis justement de nous mettre ensemble. Ok, juge Bouma. Oui, l'abréviation d'ailleurs de votre affaire là est difficile à lire. Je sais pas s'il faut dire parce que c'est tellement même l'abréviation est déjà difficile à lire que c'est à l'image de ce que je vous pose comme question. C'est difficile de comprendre. Mais c'est vrai, c'est quand vous abrégez ça pour lire, si vous ne savez pas comment est-ce qu'on prononce. Alors, vous dites qu'il y a des OSC avec vous. Qui sont ces OSC qui sont avec vous? Mais quels sont ces OSC qui sont avec vous? Bon, de toute façon, à la conférence de presse, nous avons pris le temps de présenter... Monsieur, vous êtes sur notre plateau, il faut nous dire. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des organisations de la société civile, bien sûr. Mais moi, on veut avoir une idée de ces OSC qui sont avec vous. Bon, de toute façon, comme je voulais dire, nous avons par exemple, vous allez dire, je prends le CAR par exemple qui est avec nous. Seul? Non. C'est un exemple que j'ai pris. Ok. Voilà, puisque tout de suite, quand vous parlez, vous avez dit tout de suite MPS, Hervé. Mais je voudrais que vous reteniez quelque chose. Autant que nous sommes, l'adhésion à des partis politiques n'a rien à voir avec notre appartenance à des OSC ou autre chose. Seulement qu'on n'occupe pas des responsabilités. La liberté d'association est reconnue à tous. Si par exemple on vous dit Hervé n'est pas dans le cadre de concertation en tant que parti politique, il est là au titre des OSC, vous direz quoi? Vous n'allez pas me contester. Vous ne pouvez pas me contester, c'est sa liberté. Et moi, si je vous dis que je viens au compte d'une organisation de la société civile aussi, vous ne pouvez pas me contester. Bon, étant entendu que je suis libre d'adhérer. Je ne vais pas m'asseoir sur ce plateau ici. Je vais demander un service à notre invité. Nous ne sommes pas... J'ai l'impression qu'il répond à des intentions supposées ou avérées de nos questions. Alors que moi, ma question est claire. Quelles sont les organisations de la société civile qui sont... Vous me dites que, par exemple, il y a le CAR de Hervé Ouattara. Vous vous arrêtez, vous dites que si on dit que Hervé est là, les gens ont la liberté. Merci pour la leçon sur la liberté d'organisation et d'association. Mais ma question, elle est claire. Quelles sont les organisations de la société civile qui sont avec vous? Est-ce qu'il y a des leaders? C'est tout simple, monsieur Zerbo. Oui, comme je vous ai dit, on est dans un comité. On est dans un comité de réflexion. Et dans ce comité de réflexion, il y en a qui sont venus. Pour le moment, comprenez la complexité de la question. Pour le moment, c'est aussi compliqué comme la communication. Oui, je vous l'ai dit, et puis je n'ai aucun intérêt à tourner avec vous. Les organisations de la société civile qui sont venues pour l'instant, et si vous avez remarqué la configuration de la table, ont préféré tout simplement rester à côté. Et le moment venu, nous allons vous révéler toutes ces organisations de la société civile. Ah bon, donc pour le moment, ils sont là, ils prennent part au cadre de concertation, mais ils sortiront officiellement aussi avec... Elle ne peut pas sortir puisque c'est dans le cadre de la réconciliation. Je vous dis justement... On peut prêcher réconciliation puis on se cache. Non, on ne se cache pas. On ne se cache pas parce qu'il y a tout un travail et un processus qui est en place. Qu'est-ce qui change? Nous avons notre méthode de travail. Nous avons notre méthode de travail et justement, laissez-nous travailler selon notre méthode. Personne ne vous a empêché de travailler. Oui, justement, c'est pour cela que je dis... savoir qui travaille avec vous. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, je ne peux pas vous dire cela. D'accord. Je ne peux pas vous dire ça. Vous avez mentionné quelque chose d'assez important en début d'émission. Il n'y a pas de bureau pour ce qui concerne votre comité de réflexion. Ça peut être une vision originale, mais est-ce que ça ne va pas manquer de leadership? Des grosses têtes ensemble, il n'y a pas de bureau. Finalement, qui fait quoi? Tout le monde s'implique. Tout le monde s'implique et s'il y a une activité donnée, par exemple, la conférence de presse, par exemple. On dit on organise une conférence de presse, le responsable c'est un tel, il met un comité en place et tout le monde travaille avec lui. Nous voulons organiser un cross populaire, le responsable c'est X, il met tout le monde avec lui et nous travaillons dans la même dynamique. Voilà un peu comment nous avons décidé de fonctionner parce que les questions de leadership dans les groupes, c'est ça qui crée souvent aussi des problèmes à leur fonctionnement et ça bloque. D'accord. Voilà, parce que quelqu'un va vouloir prendre une certaine ascension et en bas, on sait ce qui se passe après. Voilà, donc nous avons voulu éviter ça. Pour le moment, voilà comment nous fonctionnons.
D'accord. Est-ce que si vous ne voulez pas citer les organisations de la société civile, ce n'est pas parce que effectivement c'est gênant pour certains, parce que c'est difficile de démêler le politique et l'homme de la société civile en même temps? Est-ce que c'est pas ça qui vous gêne véritablement? C'est pas cela. Parce que si vous êtes à l'aise pour citer Hervé Ouattara, c'est connu. Hervé Ouattara a géré le CAR, après il a légué à quelqu'un d'autre pour s'occuper, pour être au niveau du MPS. Donc ce n'est pas étonnant que le CAR, par exemple, soit parti, soit dans cette affaire. Ce n'est pas étonnant. Mais les autres, qu'est-ce qui les gêne? Oui, je juge beaucoup. Parce que les autres, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui sont en même temps des phalanges politiques. Et vous je suis en train de vous dire quelque chose. Nous, par exemple, c'est pas le 20 mars qu'on a été créé. C'est pas le 20 mars que nous avons commencé. C'est tout un processus qui est en marche. Et c'est pour cela que je vous dis, ce n'est qu'une conférence de presse qu'on a organisée au départ. Le processus continue. Et c'est des concertations que nous menons également, puisqu'on a dit c'est ouvert à tout le monde. Il y a des OSC qui sont venus. Pour le moment, il faut que ces OSC-là, en leur sein même, s'organisent. Aujourd'hui, venir m'asseoir ici et citer une OSC qui n'a pas fini ses concertations avec la base, mais les premiers responsables sont partants. Moi, je ne peux pas me mettre à citer ces OSC-là pendant qu'ils n'ont pas formalisé. Comme le premier responsable est partant, je dis, oui, si je cite le premier responsable, j'aurais manqué à quelque chose. Donc vous ne vous êtes même pas encore accordé sur un certain. On s'est accordé. Mais maintenant, nous laissons ces OSC-là faire leur travail à la base. Laissez-nous le temps de travailler avec eux et le moment venu, il n'y a pas de secret en cela. Président, tel OSC nous accompagne, tel OSC dans le comité. Des partis politiques ont été lancés au Burkina. Des gens sont venus s'asseoir et après ils ont eu des problèmes. Il dit j'ai été invité, le parti dit non, tu ne devrais pas y aller. Je prends un exemple. Quand le PUR se lançait, Alexandre Sankara, parce qu'on dirait que Alexandre Sankara est allé, et après ça a commencé à cailler, il dit non, il a été invité, au même titre que les autres hommes politiques qui ont été invités, c'est dans ces conditions qu'il s'est retrouvé là-bas. Mais après, il y a eu des problèmes. Donc vous voyez que vous répondez à ma préoccupation. Non. C'est cela. Sauf que vous répondez à ma préoccupation. Merci. Merci d'apporter les éléments de réponse. Je n'ai même pas fini. Non, c'est largement suffisant. C'est bon. Ça vous arrange. Parce que la suite, effectivement, la suite de l'histoire a donné raison à ceux qui s'en prenaient à Alexandre. Et ça, ce sont des faits. Et c'est la suite de l'histoire que vous n'avez pas voulu attendre parce que ça ne va pas vous arranger. S'ils acceptent de venir à la conférence de presse, s'afficher avec vous, c'est qu'ils n'ont pas peur que leur nom soit cité sur un média, M. Zerbo. Ou bien après, ils ont avisé leur position. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous dis tout simplement, c'est pas un secret. Dans tous les cas, le moment venu, chaque chose se dit le moment venu. Vous ne pouvez pas précipiter une situation qui n'est pas à maturation. Si c'est à maturation, on va vous le dire. C'est ce que je vous ai dit. Je ne savais pas que c'était à maturation. Non, mais si c'est le comité, là, soyez tranquille. D'accord, soyez tranquille. Oui. C'est bon, vous êtes un comité de réflexion. Oui. Donc, qui dit réflexion veut dire stratégie, veut dire arrondir les angles et savoir où on va, comment, et puis quel objectif. Vous dites vous parlez, vous êtes parlé, c'est pour ça que vous êtes mis en comité et tout. Tout à fait. À quoi il faut s'attendre pour les jours à venir? Bien, après cette sortie médiatique pour présenter le comité, nous avons déjà entrepris de rencontrer un certain nombre d'autorités de ce pays-là, notamment les notabilités coutumières et religieuses, les organisations, certaines institutions, pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner en termes de conseils, en termes d'idées aussi, pour enrichir ce que nous avons déjà mis en place. Leur vision. Et également rencontrer dans les 45 provinces certains leaders d'opinion également, et essayer, on aura des points focaux dans chaque province. Question de pouvoir harmoniser et fédérer toutes les énergies autour. Déjà, nous avons entrepris cette tournée pour pouvoir expliquer un peu le pourquoi du comité. Nous avons déjà entrepris cela et qui est en cours. Nous avons décidé dans cette semaine même, depuis le lundi, on est en tournée au niveau de certains ministères, au niveau de certaines institutions, justement pour échanger, prendre langue avec eux. Voilà. Et nous
nous avons tout de suite envisagé aussi rencontrer les victimes de l'insurrection et tout. Parce qu'il faut que nous, en tant que comité de réflexion, pour pouvoir intégrer un certain nombre de choses, il faut qu'on aille à la rencontre de tout le monde. C'est pour cela que vous avez dit, nous avons une vision holistique de la réconciliation. Et nous ne laissons aucun pan de côté. Et cela, nous disons que le docteur Zéphirin Diabré, en tant que ministre d'État, c'est vrai, il a sa feuille de route, c'est vrai, mais il travaille avec qui? C'est avec la population. Et nous aussi, en tant qu'une partie de cette population-là, si nous nous mettons ensemble, hommes de médias et tout ce qu'il y a, pour essayer d'accompagner, soit on croit au processus de réconciliation ou on ne croit pas. Mais si on veut apporter notre contribution, c'est justement de nous mettre ensemble et de mener des actions. Voilà, entre autres, nous avons des activités de sensibilisation pour pouvoir amener aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'asseyent, qui disent qu'ils ne voient pas la nécessité de la réconciliation, qu'il n'y a pas de problème de cohésion sociale au Burkina. Vous avez entendu certaines personnes dire cela. Mais on se pose la question souvent, dans quel pays ils sont? C'est leur liberté, c'est leur vision. Non, ces personnes peut-être estiment que si les cas de justice sont réglés, on va naturellement... Je suis d'accord avec eux, voilà justement, mais il faudrait qu'on puisse mettre tout cela dans un cadre. Si on n'écoute pas les gens, on ne sait pas exactement quelles sont leurs préoccupations. Alors, je ferai rapidement. C'est bien, vous dites cadre de réflexion, vous allez sillonner les 45 provinces, vous allez écouter des gens, on reçoit tellement de personnes ici sur des initiatives concernant la réconciliation qui sont un peu dans le même schéma. On va aller tourner, mais je suis convaincu que même si on reçoit ici et on n'a même pas besoin, parce que quand on regarde aujourd'hui ce que le ministre d'État est en train de faire sur les questions de réconciliation, il est en train d'écouter tout le monde. Ce qui est bien. Mais il y en a qui disent il faut aller vite et bien. Il y a le président du Faso qui, alors qu'il était candidat, avait dit dans les 6 mois je vais faire venir telle personne, je m'engage à ceci, je m'engage à celui-là. On est dans des délais quand vous regardez ce qui sont en train d'arriver et tout. Et il y en a qui disent est-ce qu'il ne faut pas aller au concret? Au lieu de tourner aller rencontrer les Burkinabés, est-ce qu'il ne faut pas organiser un grand forum pour que tout le monde s'exprime et qu'on sache ce qui se passe. Et le préalable pour eux, par rapport à ce forum-là, c'est de permettre à certaines personnes quand même de rentrer, même pas certaines, aux Burkinabés qui sont dehors, même inquiétés par la justice, de rentrer et d'avoir aussi leurs mots. Vous êtes un comité de réflexion. Je pense que vous avez des obédiences qui sont différentes et donc des façons de voir qui sont bien différentes. Quel est le regard, quand vous discutez, quel est le regard sur toutes ces offres-là? Vous savez que le ministère d'État en charge de la réconciliation est en train de préparer ce forum. Ce grand forum dont vous parlez. Ça fait partie des activités programmées par le ministère. Et nous nous inscrivons aussi dans cette logique-là. Nous pensons que l'organisation d'un tel forum serait la bienvenue. Serait le bienvenu. Et pourra permettre justement, comme vous le dites, à chacun de pouvoir apporter, de dire ce qu'il pense. Et je pense que ce n'est jamais de trop. D'accord. Il n'y a rien de trop. L'essentiel est qu'on puisse trouver le format et le schéma qui convient pour que nous puissions parler le même langage, qu'on atteigne les objectifs. N'ignorez pas, hier par exemple, avant-hier, on était le 30 mars. Cette journée nous renvoie à quelque chose. Je crois que c'est en 2001. Nous renvoie à quelque chose. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et moi, je pense que pour pouvoir préparer l'avenir, il faut tirer enseignement de nos échecs. Qu'est-ce qui n'a pas marché le 30 mars et qu'on ne soit pas arrivé au résultat escompté? Voilà des éléments où on doit tirer des choses pour pouvoir arriver à quelque chose. Merci, M. Zerbo. Nous sommes au terme de cette émission. Alors, nous allons vous dire merci d'avoir honoré notre convocation. C'est vrai qu'avec les questions des différents juges, nous avons pu percevoir en tout cas une vision, un point de la vision que vous avez pour la réconciliation nationale, mais vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Vous êtes dans un processus de maturation. Quand ça sera peut-être à terme, nous allons peut-être vous convoquer pour avoir peut-être les réponses aux questions posées par le juge Bougman. Mais en tout cas, merci d'être passé. Nous allons également dire merci aux auditeurs téléspectateurs de True TV et Watt FM. On se donne rendez-vous demain pour la dernière convocation pour faire le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité. Excellente journée.